De tous les matins que j'ai passés dans la nature, celui où une femme âgée de la nation, Passamaquoddy, m'a raconté que son peuple rencontrait des géants des forêts depuis des générations, se distingue de tous les autres. Au début, j'ai cru qu'elle me testait, ou peut-être qu'elle essayait de m'effrayer pour m'éloigner de ce qui se passait dans ces bois. Mais les choses qu'elle m'a révélées sur ces créatures, leur existence, leur territoire et leurs besoins désespérés de secrets, allaient de mener à une confrontation à laquelle des années de formation en milieu sauvage ne m'avaient jamais préparé. Je m'appelle Maya Brennan et, pendant 14 ans, j'ai travaillé comme technicienne d'arpentage en zone reculée pour le Maine Forest Service. Mon travail était un enchaînement de tâches méthodiques, me conduisant à travers des milliers d'hectares de forêt du Nord. Je cartographiais l'état des sentiers, je documentais les changements environnementaux et je signalais les dangers potentiels pour le public. C'était un travail précis, méthodique, qui correspondait parfaitement à mon tempérament. Mesurer l'érosion, photographier les dégâts, classer le rapport. Il n'y avait pas de place pour le mystère, rien de surnaturel. Mon univers était fait de pins, d'affleurements de granit et de l'élan occasionnel qui surprenait les campeurs du week-end. Tout cela a changé en septembre 1994, lorsque tout ce que je croyais savoir sur ces forêts a volé en éclats. Tout a commencé un mardi au bureau régional de Jackman, dans le Maine, une petite ville forestière près de la frontière canadienne, où la forêt s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. J'avais conduit mon véhicule de service, un Ford Ranger de 1991 vert foncé avec l'emblème du Maine Forest Service peint sur la portière, ne m'attendant à rien de plus qu'une autre semaine d'évaluation standard. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma supérieure, Helen Ridgway, debout devant son bureau avec une expression que je ne lui avais jamais vue en 12 ans de service sous sa direction. « Maya, Dieu merci, tu es arrivée en avance, » dit-elle, la voix tendue par une urgence qui ne lui ressemblait pas du tout. Elle me fit signe d'entrer. Il se passe quelque chose d'étrange sur le réseau de sentiers de Boundary Ridge, secteur 19, près de cette grande parcelle d'épicéas anciens où personne ne va jamais. Je posais mon thermos de café noir et attrapais mon carnet de terrain, le même bloc à spirale que j'utilisais depuis des années. De quel genre d'étrangeté parle-t-on, Hélène? L'équipe de bénévoles chargée de l'entretien des sentiers a planté le chantier hier. C'est la 3e fois cette semaine qu'ils refusent de finir leur travail là-bas. Hélène appuya les paumes de ses mains sur son bureau et expira lentement, un long soupir de frustration. Ils n'arrêtent pas de dire que la zone semble anormale. Ce sont les mots exacts qu'ils utilisent. Anormal. Je haussai un sourcil. Les bénévoles qui entretenaient les sentiers dans cette région étaient pour la plupart des bûcherons et des guides de chasse à la retraite, des hommes et des femmes qui avaient de passer toute leur vie dans ces bois. Ils n'étaient pas du genre à s'effrayer facilement. Définis-moi anormal. C'est bien là le problème. Ils ne veulent pas me donner de détails. Suzanne Pelletier, la coordinatrice de l'équipe, se contente de secouer la tête et de dire qu'ils n'y retourneront sous aucun prétexte. Elle dit que toute la forêt semble malade et qu'il y a des dégâts là-bas qui n'ont aucun sens. Hélène déplia une carte topographique sur son bureau et tapota du doigt une zone encerclée. « Je veux que tu ailles là-bas, que tu fasses une évaluation en bonne et due forme et que tu me donnes une explication rationnelle à ce qui effraie ces gens. J'ai besoin de documentation, Maya, quelque chose que je puisse mettre dans un dossier. Probablement juste un ours qui marque son territoire, suggérai-je, mon esprit passant déjà en revue les possibilités logiques. Peut-être une femelle agressive avec ses petits. Septembre peut être imprévisible avec l'approche de la saison d'alimentation. C'est exactement ce que j'ai dit à Suzanne. Elle a dit que ce ne sont pas des ours. Hélène se pencha en arrière dans son fauteuil et croisa les bras, le regard fixé sur la carte. « Écoute, je ne crois pas à ces sornettes de forêt hantées, mais j'ai besoin de réponses. S'il y a de réels dégâts sur le sentier, nous devons les évaluer et planifier les réparations avant l'hiver.
Si les bénévoles souffrent juste d'une sorte d'hystérie collective, j'ai besoin de le savoir aussi. Je passais déjà en revue ma liste de matériel dans ma tête. Quand est-ce que tu veux que j'y aille? Aujourd'hui, si possible, prends de quoi tenir 4 jours, peut-être 5. La section du sentier en question se trouve à environ 16 km du départ du sentier de Moose River. Il y a les fondations d'une ancienne cabane de garde-feu à environ 3 km après la zone problématique. Tu peux y établir un camp de base si besoin. 3 heures plus tard, je chargeais mon sac dans la benne du pick-up. Mon équipement de terrain était complet mais familier. Une tente, 4 saisons conçues pour les nuits froides du Maine, un sac de couchage efficace jusqu'à moins 10 degrés, mon réchaud de camping compact avec des cartouches de combustible supplémentaires, des comprimés de purification d'eau, une trousse de premiers secours complète, une boussole, des cartes topographiques couvrant 3 cantons, tout mon matériel de mesure et mon appareil photo, un fidèle Pentax K1000 avec 8 pellicules Kodak. J'ai également emporté ma radio portable, même si je savais par expérience que la réception dans les vallées profondes et sur les crêtes de cette région était au mieux peu fiable. Le trajet jusqu'au départ du sentier de Moose River a duré près de 2 heures sur des routes forestières de plus en plus dégradées. Mon pick-up a cahoté sur la tôle ondulée du gravier et tressauté dans des nids de poules qui n'avaient pas été entretenus depuis l'automne précédent. Je n'ai croisé qu'un seul autre véhicule pendant tout le trajet. Un pick-up cabossé avec des plaques du Québec, probablement des chasseurs en repérage pour la saison du cerf à venir. Le parking du départ du sentier était vide quand je suis arrivé à 12h30. J'ai passé 20 minutes à organiser mon sac, à vérifier mon équipement et à étudier la carte. Le secteur 19 était clairement indiqué sur mes cartes d'arpentage. Une section de sentier de 11 km qui serpentait à travers des peuplements de vieux épicéas rouges et de sapins baumiers, suivant la ligne de crête au-dessus du bras ouest de la Moose River. D'après mes dossiers, l'équipe de bénévoles devait dégager les chablis et réparer les structures de drainage endommagées par les orages d'été. Je chargeais mon sac sur mes épaules, un poids familier d'une 20aine de kilos, et commençais à marcher. Les premiers kilomètres étaient un territoire que je connaissais bien, un sentier entretenu avec des vues occasionnelles sur la vallée en contrebas. La forêt ici avait cette qualité de cathédrale ancienne que possèdent les vieux bois, des troncs massifs s'élevant comme des piliers vers une canopée qui filtrait la lumière de l'après-midi en motifs changeants sur le sol forestier. Une mousse épaisse recouvrait les rochers de granit. Des fougères tapissaient le sous-bois. Aux alentours du 10e kilomètre, j'ai commencé à remarquer des changements. Rien de spectaculaire au début, juste une subtile anomalie que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Les chants d'oiseaux qui m'avaient accompagné depuis le départ du sentier s'étaient tus. Je n'avais vu aucun écureuil roux ni tamia depuis 45 minutes, ce qui était très inhabituel pour cette période de l'année où les animaux stockent frénétiquement de la nourriture pour l'hiver. L'air lui-même semblait peser d'un poids invisible, une immobilité lourde qui n'avait aucune raison météorologique logique. Puis j'ai atteint le secteur 19 et j'ai immédiatement compris pourquoi l'équipe de bénévoles avait refusé de continuer à travailler. Les dégâts étaient considérables et totalement inexplicables. Un épicéa rouge d'environ 30 mètres de haut et de près d'1,20 m de diamètre à la base avait été poussé, pas coupé, pas brisé par le vent, poussé. La motte de racines était encore exposée, un enchevêtrement massif de terre sombre et de racines arrachées du sol. Mais le tronc ne montrait aucun signe de maladie ou de pourriture qui expliquerait une chute naturelle. La direction de la chute était perpendiculaire au vent dominant que j'avais documenté dans cette vallée pendant des années. Une 60aine de mètres plus loin, sur le sentier, j'ai trouvé d'autres dégâts. Un énorme rocher de granit, pesant facilement plusieurs centaines de kilos, avait été déplacé. Je pouvais voir la dépression dans la mousse où il avait reposé pendant des décennies, peut-être des siècles. Quelque chose l'avait soulevé et déplacé de près de 5 mètres de sa position d'origine.
La mousse, où il se trouvait maintenant, était fraîchement écrasée, encore verte, indiquant que le mouvement s'était produit au cours de la dernière semaine tout au plus. J'ai tout photographié méthodiquement, en prenant des notes détaillées avec des relèvements à la boussole et des mesures précises. Mon esprit pratique cherchait désespérément des explications. Un glissement de terrain? Non. Le terrain environnant était stable et ne montrait aucun signe de mouvement de masse. De l'équipement lourd. Il n'y avait aucune trace de véhicule, aucune route forestière à des kilomètres à la ronde, et cette section était bien trop reculée pour un accès mécanique. Un tremblement de terre. J'aurais ressenti tout événement sismique suffisamment important pour déplacer des rochers et renverser des arbres sains. Le sentier lui-même était labouré à plusieurs endroits, de profondes entailles dans la terre qui ressemblaient à des marques de griffes, mais qui étaient énormes, bien plus grandes que celles de n'importe quel ours noir que j'avais jamais pisté. Chaque entaille individuelle mesurait près de 20 cm de large et au moins 10 cm de profondeur. Elles étaient disposées en séries parallèles de 4, espacées d'environ 15 cm. J'étais en train de documenter une perturbation particulièrement troublante, une section où le sous-bois avait été complètement aplati en un cercle grossier d'environ 6 mètres de diamètre, quand une voix a parlé derrière moi. « Vous ne devriez pas être ici !» Je me suis retourné d'un bond, ma main se portant instinctivement vers la bombe de spray anti-ours accrochée à ma hanche. Une femme âgée se tenait sur le sentier à environ 8 mètres. Elle portait des vêtements de randonnée pratiques, un pantalon en toile sombre et un lourd pull en laine de la couleur des feuilles d'automne. Mais elle se tenait avec une dignité tranquille, qui semblait en décalage avec son apparence burinée. Son visage était profondément ridé, sculpté par d'innombrables saisons. De longs cheveux gris tombaient en 2 tresses qui dépassaient ses épaules. Elle tenait un bâton de marche sculpté dans du bouleau, sa surface polie par des années d'utilisation. « Je suis Maya Brennan, du Maine Forest Service », dis-je, me détendant légèrement mais restant sur mes gardes. Je ne l'avais absolument pas entendu approcher. « Je mène une enquête d'évaluation des dégâts. »« Je sais qui vous êtes », répondit la femme. Sa voix était calme mais portait clairement. « Je suis Sarah Running Deer. Mon peuple parcourt ces forêts depuis bien avant que vos ancêtres ne traversent l'océan. Je surveille cette zone. » J'ai hoché la tête respectueusement. Je m'excuse si je m'introduis sur des terres tribales. D'après mes cartes, il s'agit d'une forêt domaniale. Vos cartes montrent les frontières que votre gouvernement a tracées. Elles ne montrent pas les vraies frontières. Sarah s'approcha, son bâton de marche faisant de légers bruits sur le tapis de feuilles. Les frontières qui comptent ici sont plus anciennes que vos cartes, bien plus anciennes. Malgré mon scepticisme naturel, quelque chose dans son attitude me donnait envie de l'écouter. De quelle frontière parlez-vous? Il y a une section de forêt qui commence à cet affleurement rocheux. Elle pointa son bâton vers le nord-est, en direction d'une crête de granit visible à travers les arbres. Elle s'étend jusqu'à l'ancienne prairie de Castor, près des sources du ruisseau que vous appelez Cold Stream. Mon peuple a un accord avec ceux qui y vivent. Nous n'entrons pas sur leur territoire sans permission. En retour, ils laissent nos terres en paix. « Ceux qui y vivent ?» demandai-je. « Vous parlez d'une famille qui vit en autarcie? Des ermites ?» Sarah m'étudia avec des yeux sombres qui semblaient sonder mon âme. « Non, pas des ermites. Pas des humains du tout. » Elle marqua une pause. « Avez-vous entendu des histoires sur les géants des forêts, ceux que certains appellent Sasquatch ou Bigfoot ?» J'ai failli rire, mais le sérieux de son expression m'en a empêché. J'ai entendu les histoires. Des contes de feu de camp, des légendes, dis-je prudemment, ne voulant pas la vexer. Êtes-vous en train de dire que vous croyez que ces histoires sont réelles? Je ne dis pas que je crois quoi que ce soit. Je vous dis ce qui est vrai. Sarah désigna la destruction qui nous entourait. Ces dégâts n'ont pas été causés par des ours, ni par des tempêtes. C'est le peuple de la forêt qui a fait ça.
Ils vous avertissent. Ils avertissent tout le monde. Le peuple de la forêt. L'expression est restée en suspens entre nous. Une partie de moi voulait poliment remercier cette femme et continuer mon enquête avec des explications rationnelles. Mais une autre partie, celle qui avait remarqué le silence anormal et les dégâts impossibles, écoutait. « Pourquoi nous avertiraient-ils » demandai-je. « Qu'est-ce qu'ils essaient de dire ?»« Que quelque chose les menace, quelque chose qui vient de votre monde. » Sarah se dirigea vers le bord de la végétation aplatie. Quand le peuple de la forêt se sent menacé, il réagit. Ce sont des êtres pacifiques, pour la plupart. Ils ont survécu pendant des milliers d'années en évitant les vôtres. Mais ils sont aussi territoriaux. Quand quelque chose envahit leur terre, ils ripostent. Je regardais les arbres renversés, les rochers déplacés. Si vous me dites qu'une espèce inconnue de primates a causé ces dégâts, il me faudrait des preuves extraordinaires. Des preuves? Sarah hocha lentement la tête. Votre peuple veut toujours des preuves, des mesures et des photographies, mais certaines vérités n'entrent pas dans des laboratoires. Certaines vérités exigent une autre façon de voir. Elle me regarda droit dans les yeux. Je pourrais vous montrer, si vous le voulez bien, mais cela signifierait faire confiance à quelqu'un que vous venez de rencontrer et croire en quelque chose que votre formation vous dit impossible. Me montrer quoi exactement? Le lieu de rencontre, là où mon peuple communique avec les géants des forêts depuis de nombreuses générations. Ce soir est une nuit importante dans notre calendrier. Une nuit où nous renouvelons nos accords. Elle fit une pause. Si vous venez, vous verrez peut-être des choses qui changeront votre façon de comprendre ces forêts, ou vous ne verrez rien, et vous retournerez à votre bureau pour écrire vos rapports sur les dégâts causés par les ours. Je restais là, dans la lumière déclinante de l'après-midi, mon esprit rationnel en guerre avec ma curiosité. Tout dans cette situation clochait, mais les preuves autour de moi étaient indéniables. Quelque chose avait causé cette destruction, quelque chose de puissant. « À quelle heure ce soir ?» demandai-je. « Minuit. » Sarah sourit légèrement. « Venez à l'affleurement de granit sur la crête quand la lune sera juste au-dessus de nos têtes. Apportez une offrande de tabac si vous en avez. C'est une marque de respect. Et Maya, ajouta-t-elle, sa voix devenant sérieuse, n'apportez rien d'autre. Pas de lampe de poche, pas d'appareil photo. Le peuple de la forêt ne se montrera pas à quelqu'un qui porte des appareils de votre monde moderne. » J'ai hoché la tête, bien que mon côté pratique se rebelle à l'idée de laisser mon appareil photo. « Je vous trouverai, » dit Sarah, en se retournant et en repartant sur le sentier, ses pas devenant presque silencieux. « Soyez simplement à l'affleurement quand la lune atteindra son zénith. Et soyez prête à voir votre compréhension du monde complètement transformée. » Je l'ai regardé disparaître, puis je suis resté seul dans la clairière dévastée, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Soit je venais d'accepter un rendez-vous à minuit avec une femme potentiellement instable, soit j'avais fait le premier pas vers la découverte de quelque chose que la science affirmait ne pas pouvoir exister. J'ai continué mon inspection pendant encore 1 heure. Le schéma de destruction était constant. Des arbres poussés, des roches déplacées, de profondes entailles dans la terre. En fin d'après-midi, j'ai atteint les fondations de l'ancienne cabane de garde-feu et j'ai monté ma tente. Alors que je prenais un simple dîner près d'un petit feu, le sentiment d'être observé, qui s'était installé en moi depuis que j'étais entré dans le secteur 19, s'est intensifié. Le sommeil était impossible. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement de feuilles semblait amplifié. Vers 11 heures, j'ai abandonné laissant à contre-cœur ma lampe de poche et mon appareil photo dans la tente. Je n'ai gardé que ma boussole, mon spray anti-ours et une petite pochette de tabac à pipe que je transportais à des fins cérémonielles. La lune était presque pleine, fournissant assez de lumière pour naviguer. J'ai trouvé la faible piste d'animaux menant à l'affleurement de granit et j'ai marché lentement, laissant mes yeux s'habituer.
L'affleurement était un enchevêtrement spectaculaire de rochers de la taille d'une maison, déposés par les glaciers il y a des milliers d'années. Sarah était déjà là, assise sur une pierre plate, son bâton de marche sur les genoux. Elle a hoché la tête à mon approche et je me suis assise sur un rocher voisin pour attendre en silence. Pendant un quart d'heure, rien ne se passa. La lune grimpait vers son zénith. Je commençais à me demander si tout cela n'était pas un test élaboré quand Sarah a finalement parlé, sa voix n'étant qu'un murmure. « Ils arrivent. N'ayez pas peur. Quoi que vous fassiez, ne fuyez pas. » De l'obscurité au-delà de l'affleurement, quelque chose bougea. Mon cerveau insistait sur le fait que c'était un ours sur ses pattes arrière, mais alors que la silhouette entrait dans une parcelle de clair de lune, j'ai réalisé qu'aucun ours ne pouvait ressembler à ça. Il était énorme, mesurant au moins 2,50 m, large d'épaules et couvert d'un poil dense et sombre. Son visage n'était pas tout à fait humain, mais pas tout à fait animal non plus. Une arcade sourcilière proéminente ombrageait des yeux profonds qui brillaient sous la lune. Il se déplaçait avec une grâce fluide et silencieuse qui semblait impossible pour sa taille. Derrière lui venaient deux autres silhouettes, l'une plus petite, l'autre à peu près de la même taille, mais avec un poil plus clair, de couleur brune. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer. Chaque instinct me hurlait de courir. Mais le calme de Sarah me maintenait sur place. La première créature s'arrêta à une dizaine de mètres et émit une vocalisation profonde qui résonna dans ma poitrine, comme les notes graves d'un orgue. Sarah se leva lentement et répondit par un son. Elle s'agenouilla et plaça un paquet de plantes séchées et un petit outil sur une pierre plate. La grande créature s'approcha de l'offrande, la renifla et émit un autre son, plus approbateur. Elle glissa les plantes dans son épaisse fourrure, puis tourna son attention vers moi. Je sentis le poids de ses yeux comme une pression physique. Il y avait de l'intelligence là-dedans, du calcul, du jugement. J'étais en train d'être évalué. « Levez-vous lentement, » murmura Sarah. « Sortez le tabac, placez-le sur la pierre, bougez lentement. » Mes mains tremblaient alors que je me levais et me forçais à avancer. La créature observait chacun de mes mouvements. Je plaçais une poignée de tabac en vrac sur la pierre et reculais lentement. Elle s'avança, renifla le tabac et émit un son de satisfaction. Elle me regarda de nouveau et pendant un instant, nos regards se croisèrent. Ce que j'y ai vu n'était pas le vide d'un regard animal. J'y ai vu de la tristesse, une tristesse profonde et ancienne, mêlée de méfiance, de suspicion et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Ce n'était pas une bête sans esprit. Elle pensait, ressentait, comprenait. La créature émit un autre son, destiné à Sarah. Elles échangèrent une série de vocalisations qui avaient clairement un sens. Au bout d'une minute, la créature se retourna et repartit vers l'obscurité, les deux autres la suivant. Elles disparurent aussi silencieusement qu'elles étaient apparues. Sarah expira lentement et se tourna vers moi. « Maintenant, vous savez, » dit-elle simplement. Le peuple de la forêt est réel. Ils sont ici depuis plus longtemps que mon peuple ne peut s'en souvenir. Et maintenant, ils sont en danger. Que sont-ils? Réussis-je à articuler. Sarah secoua la tête. Mon peuple les appelle les Kiwaku, les géants de la forêt. Ce qui importe, c'est qu'ils existent, qu'ils sont intelligents, et que quelque chose menace leur survie. Les dégâts que j'ai documentés, dis-je, mon esprit luttant pour se réorganiser. C'était eux? Oui, ils sont agités depuis des mois. Il se passe quelque chose dans la forêt profonde, dans les zones qu'ils considèrent comme les plus sacrées. Ils essaient de nous avertir. Pourquoi faire confiance aux humains? Non, parce que nous avons fait nos preuves au fil de nombreuses générations. Ma grand-mère les a rencontrés, sa grand-mère avant elle. Nous avons toujours gardé leurs secrets. Je m'assis lourdement sur un rocher. Vous avez dit que quelque chose les menace. Quoi? C'est pour comprendre cela que j'ai besoin de votre aide, dit Sarah. Vous travaillez pour le Forest Service.
Vous avez accès à des informations que je n'ai pas. Des cartes, des registres, des permis. Il se passe quelque chose dans la forêt profonde qui chasse les Kiwaku de chez eux. J'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir quoi. Je réfléchis un instant. Je ne peux pas vraiment mettre géant de la forêt dans mes rapports officiels. Non, vous ne devez jamais en parler à personne. La voix de Sarah était tranchante. Leur seule protection est de rester un mythe. Alors comment suis-je censé aider? En cherchant les causes humaines de leurs perturbations. Exploitation forestière illégale, exploitation minière, développement. Trouver la cause humaine, et nous pourrons la traiter par des voies humaines. Je revoyais sans cesse ses yeux, cette tristesse ancienne, cet espoir désespéré. Je ferai ce que je peux, dis-je finalement, mais j'ai besoin de savoir où la perturbation a lieu. Revenez dans 3 jours, dit Sarah. Même endroit, même heure. J'essaierai de les amener. Il y a 2 nuits, il y a eu une explosion dans la forêt profonde. Ils ont très peur maintenant. Je suis reparti le lendemain matin et suis retourné au bureau. J'ai remis mon rapport à Hélène. Activité d'ours, dis-je, le mensonge me pesant sur la conscience. Une concentration inhabituelle d'ours noirs. Les dégâts sont compatibles avec un marquage territorial. Je recommande de fermer la section au public jusqu'à fin octobre. Hélène l'accepta sans poser de questions. Pendant les 3 jours suivants, je me suis plongé dans les recherches, épluchant toutes les demandes de permis pour la région. Le 2e jour, j'ai trouvé. Une société appelée Northern Range Resource Assessment avait déposé une demande de permis d'exploration minière dans une zone située à environ 25 km au nord-ouest du secteur 19. La société était une façade pour la prospection minière, utilisant de larges permis de recherche pour sonder la présence de gisements de valeur. Mais des prélèvements de sol ne devraient pas provoquer d'explosion. Le 3e jour, je suis retourné à l'affleurement de granit. Sarah attendait avec 2 autres femmes, ses nièces. « La situation est plus urgente, dit-elle, confirmant mes craintes concernant les explosions. Les géants sont venus comme la fois précédente, 4 cette fois. Après un long échange entre Sarah et le grand mâle, elle se tourna vers moi. « Ils vont nous montrer. Mais seulement vous et moi. » J'ai suivi Sarah et les 2 plus grandes silhouettes dans les bois profonds. Ils se déplaçaient avec une vitesse étonnante sur un terrain sans sentier. Au bout de ce qui m'a semblé être 1 heure, nous avons débouché sur une petite prairie. Au centre se trouvait un cratère de 6 mètres de diamètre, creusé dans la terre. La végétation environnante était brûlée et aplatie. Éparpillés tout autour, se trouvaient des fragments de fil et un sac en toile en lambeaux portant le logo de Northern Range Resource Assessment. Je n'avais pas d'appareil photo, mais j'ai mémorisé chaque détail. Le grand mâle émit un son et Sarah traduisit. Ils ont trouvé 4 sites comme celui-ci. Les explosions surviennent sans avertissement. La première, elle a tué un de leurs jeunes, une femelle, prise dans l'explosion. L'estomac s'est retourné. Ils utilisaient des explosifs pour des tests sismiques, une pratique hautement illégale, dans une zone sauvage désignée sans les permis appropriés. Le grand mâle me regarda, ses yeux suppliants. « Il demande si vous pouvez arrêter ça, » traduisit Sarah. « Je travaille pour l'État, » dis-je prudemment. « Mais cette activité est illégale. Les dommages environnementaux à eux seuls, destruction de la nature, contamination potentielle de l'eau sont suffisants. Je peux faire révoquer leur permis. Je n'aurai pas besoin de les mentionner. » Je regardais le géant. « Dites-lui que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Sarah traduisit. Le mâle m'étudia, puis tendit une main massive et toucha mon épaule, un contact bref et doux qui transmettait la confiance. L'espoir et une supplique désespérée. Les semaines suivantes furent un tourbillon. J'ai rédigé des rapports détaillés sur les sites d'explosion, les présentant comme des découvertes faites lors de longues tournées en zone reculée. J'ai documenté les violations de permis de Northern Range et contacté le bureau régional de l'EPA.
Le processus bureaucratique fut d'une lenteur frustrante, mais finalement, une équipe d'enquêteurs fédéraux a confirmé mes conclusions. Northern Range a reçu l'ordre de cesser toutes ses opérations. Leurs permis ont été révoqués et les procureurs fédéraux ont engagé des poursuites contre l'entreprise. Les explosions ont cessé. Un soir de fin octobre, Sarah m'a appelé au bureau. Le peuple de la forêt est retourné sur son territoire traditionnel, dit-elle, sa voix empreinte de soulagement. Le grand mâle m'a demandé de vous dire que vous faites maintenant partie de l'accord. Tant que vous garderez leurs secrets, ils veilleront sur vous en retour. J'ai continué mon travail pendant encore 12 ans. Maintenant, toujours le contact avec Sarah et ses nièces, gardiennes silencieuses d'un monde secret. Parfois, lors d'inspections en solo, je ressentais cette sensation d'être observé et je savais que je n'étais pas seul. Ils ne se sont jamais montrés, mais je savais qu'ils étaient là, mes improbables alliés. Après le décès de Sarah en 2003, j'ai vu ses nièces à ses funérailles, de la forêt au-delà du cimetière. J'ai entendu une vocalisation profonde et plaintive. Ils étaient devenus lui rendre hommage. Pour le reste de ma carrière, j'ai gardé sur mon bureau une petite figurine en bois sculpté, arrivée un jour dans un paquet sans expéditeur. Elle représentait une femme humaine et une imposante silhouette poilue, se tenant côte à côte, sa main posée doucement sur l'épaule de la femme. Une promesse tenue, un secret protégé. J'avais appris que certains mystères n'étaient pas faits pour être résolus, mais pour être gardés. La plus grande découverte n'était pas de révéler une vérité au monde, mais de devenir la gardienne de cette vérité, afin que des êtres qui avaient choisi le silence puissent continuer à vivre en paix.